Chers amis, chers camarades, bonsoir et bienvenue dans Vendredi, c'est pire. Bon, je suis seul à la barre ce soir. Nous avons un mort pour la cause, notre pauvre Maxime, mais qui sera ressuscité pour la dernière, ne vous inquiétez pas. Petit souci sans gravité. Ce soir, un invité exceptionnel, nous vous l'avons promis. D'ailleurs, vous ne nous avez pas oublié vu la masse de questions reçues. Jacques Sapir, bonjour, bonsoir. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup de venir échanger avec nous. Bon, je pense que la quasi-totalité de nos auditeurs vous connaissent. Donc, vous êtes économiste, vous êtes universitaire, vous avez été professeur entre autres à l'EHESS, vous êtes également un spécialiste du monde russe et post-soviétique. Vous avez écrit des ouvrages qui sont devenus des références, je pense, sur l'histoire militaire de la guerre de Mandchourie. Je pense également au système militaire soviétique. Vous êtes le théoricien de la démondialisation et un des grands critiques de l'euro, et on en passerait encore quelques-unes. Là, nous vous avons invité pour parler de deux sujets principaux, plus ceux que nos téléspectateurs vigilants et légèrement dictatoriaux vont nous imposer, pour parler de vos deux derniers ouvrages. Premièrement, l'actualisation de l'ouvrage sur la démondialisation, et également votre ouvrage Chronique stratégique, qui est un ouvrage un peu particulier parce qu'il reprend une partie des écrits stratégiques parus sur votre blog et actualisé, augmenté, si mes souvenirs sont bons, et présenté. Et je crois que cela fait suite à quelqu'un que je voudrais saluer, à une conférence que vous aviez donnée chez notre ami Bertrand Renouvin. Tout à fait. Et c'était à partir, effectivement, de ce que j'avais dit dans cette conférence, sur les liens, alors à la fois entre les notions de politique, la notion de décision stratégique et l'étude de phénomènes militaires particuliers, enfin d'exemples militaires particuliers, que je me suis dit que ça valait peut-être la peine de mettre ensemble toute une série de recensions que j'avais faites autour justement de cette idée. Et par ailleurs, je vous en informe, mais une partie de l'introduction m'a servi pour faire un article en russe dans une revue universitaire russe qui vient juste de sortir son premier numéro et qui s'appelle « Faire de la stratégie, théorie et pratique ». Et donc, si vous voulez, voilà, c'est comme ça que je reboucle le lien, un lien qui avait commencé en fait, effectivement, et ça vous avez tout à fait raison de le dire, sur l'étude de la pensée militaire et de la pensée stratégique soviétique puis russe, quelque chose que j'avais fait fin des années 80, début des années 90, pour un maître qui est à la fois exigeant et qui nécessite un certain secret, mais voilà, les temps ont passé, et donc je peux maintenant en parler. Je voudrais qu'on clarifie le débat. Le terme stratégie a été un des grands humiliés de la période post-guerre froide, c'est-à-dire que tout est devenu stratégique. Dès que, moi je l'ai vu en intelligence économique, dès qu'on commence une discussion par « ça va être un point stratégique », on sait déjà que c'est foutu. Et je voudrais qu'on utilise un peu de rigueur dans ce terme, et je voudrais que vous le définissiez tel que vous l'entendez. Alors, pour moi, il y a deux manières de comprendre le terme de stratégie. Il y a une manière qui consiste à dire la stratégie, c'est au-delà de la question des moyens, la question de la définition des fins. La stratégie est donc politique. Si on n'a pas une pensée politique, alors que ce soit en économie, dans le domaine militaire, dans le domaine commercial, dans toute une série de domaines, on ne peut pas avoir de stratégie. Toute action qui se définit que par ses fins est, par essence,
du domaine de la tactique. Et donc, la grande différence entre la tactique et la stratégie, c'est cela. Donc pour moi, fondamentalement, la stratégie, cela renvoie à la décision politique où on se donne des fins à atteindre et puis après, on cherche à agréger les moyens qui sont nécessaires pour atteindre ces fins. Après, il y a une autre manière de la comprendre, et là, si vous voulez, j'ai commencé dans la carrière en travaillant d'ailleurs pour le ministère de la Défense. Maintenant, je le dis ouvertement, fin des années 80, en étudiant la pensée soviétique militaire sur la question de la stratégie. Et c'est très intéressant parce que les penseurs soviétiques, les grands penseurs soviétiques, distinguaient 4 niveaux. Distinguaient le niveau de la tactique. Bon, la tactique, c'était les conditions d'emploi d'unités qui sont des unités de petite taille et qui sont, d'une certaine manière, soumises à un contexte militaire général. Après, il y a un niveau qui est ignoré, enfin qui était ignoré à l'époque en Occident, qui a été petit à petit, je dirais, incorporé dans la pensée occidentale, c'est le niveau opérationnel ou opératif. Si vous voulez, opérationnel si on traduit littéralement, opératif si on cherche à traduire peut-être plus fidèlement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le niveau opératif, c'est comment obtenir des résultats qui, d'une certaine manière, enclenchent une forme de décision stratégique. Alors, concrètement, pour que ça ne soit pas trop obscur, le spectateur mondial, quand les soviétiques parlent de front, et vous savez très bien que un front soviétique, c'est un ensemble d'armées. C'est pas, comme on dit, le front Est, le front Ouest, non. Il y a plusieurs fronts qui coordonnent des armées. C'est la capacité d'obtenir une décision qui, je dirais, perturbe profondément le système militaire adverse et le système de politique, c'est-à-dire le système stratégique adverse, sur ce front, par une percée importante, par l'exploitation de cette percée. Donc ça, c'est le niveau opératif. Et les grands penseurs, c'était Svitchin, c'était Tukhachevsky, etc. Après, on a la notion de stratégie. La notion de stratégie, elle est importante parce que la notion de stratégie, elle fait le point d'ancrage entre la compétence des militaires et la compétence des politiques. Vulgo le parti. Et vulgo la direction du parti. C'est la direction du parti qui fixe les objectifs. Et ce sont les militaires qui disent par quel enchaînement stratégique on a le plus de chances d'obtenir ces objectifs. Par exemple, dans l'offensive de janvier 1945, les objectifs sont bien définis par Staline et probablement Molotov, bon, mais disons essentiellement par Staline. C'est non seulement de battre l'Allemagne nazie, ça c'est une évidence, mais c'est aussi d'obtenir un glacis de sécurité pour l'Union soviétique pour l'après-guerre, parce qu'on pense déjà à l'après-guerre, on pense déjà à ce que sera l'après-guerre. Et donc la question se pose de savoir, est-ce qu'on attaque, je dirais, bille en tête sur Berlin, ou est-ce qu'on avance en nettoyant ses flancs de manière à être sûr de ne pas être pris par surprise par une contre-attaque, voire par un renversement d'alliance. Parce qu'il y a toujours cette idée chez les dirigeants soviétiques et chez Staline en particulier. Et donc, ce sont les grands responsables militaires, Zhukov, Vassilievski, Konev, bon, etc., qui disent, si on veut faire ça, oui, il faut avancer vers l'Allemagne, il faut avancer vers Berlin, mais il va falloir aussi avancer en Tchécoslovaquie, avancer en Courlande, donc nettoyer les deux flancs de manière à se garantir une situation qui soit militaire et politiquement stable dans cette avancée. Donc là, on est
typiquement dans la stratégie en tant qu'articulation entre des objectifs politiques et une pensée militaire. Et puis il y a un quatrième niveau, bon, dont il n'est peut-être pas nécessaire de développer, qui est le niveau de la doctrine. Le niveau de la doctrine, ça consiste à identifier l'ennemi probable, identifier la nature probable de la guerre. Et ça relève essentiellement de la direction politique. Donc, on voit le niveau tactique et le niveau opératif sont du niveau pur de la compétence militaire, le niveau de la doctrine est du niveau pur de la compétence politique du parti, et le niveau stratégique, et c'est en cela qu'il est très intéressant, implique un dialogue entre la compétence politique et la compétence militaire. Là, je bois un peu du petit lait en vous écoutant parce que ça me rappelle de longues discussions avec des gens comme Benoît Billon ou comme Laurent Henninger dont les travaux tentent de réhabiliter la dimension politique du fait stratégique. Je voulais vous poser une question. La France n'a pas à, disons, rougir de sa tradition stratégique. Mais depuis les années 80, le mot a été à la fois dilué et chargé d'une aura que je qualifierais pas de négative. Mais dans le pays de Poirier, de Gallois et de quelques autres, la pensée stratégique est vue avec méfiance. Premièrement, est-ce que vous partagez ce sentiment? Et si oui, est-ce que vous avez une idée de d'où ça peut venir? Je pense que c'est tombé au début des années 80. Alors, oui, vous avez entièrement raison, mais je pense que c'est en réalité bien plus ancien. En fait, je pense qu'il y a une forme de décomposition intellectuelle de la pensée stratégique française à partir de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Alors, vous avez cité le général Poirier, qui reste l'un des grands penseurs de la guerre, mais justement, ce que pense Poirier, c'est la dissuasion. Et la dissuasion n'est plus la stratégie. La question de la dissuasion renvoie à la doctrine. La dissuasion, c'est on détermine quel est l'adversaire probable, l'Union soviétique, voire une autre puissance nucléaire, quelle est la nature de la guerre nucléaire, et donc on en déduit une posture, la posture de dissuasion. Quelqu'un qui pensait encore stratégie et qui, bon, même s'il est très respecté, n'a pas été écouté, si vous voulez. C'était l'amiral Castex. L'amiral Castex qui, en 1939, conseillait au gouvernement français de se retirer à Alger. Il disait, voilà, nous n'avons pas, le territoire français n'a pas la profondeur suffisante compte tenu des moyens modernes. On avait cette profondeur en 1914, mais les moyens de l'époque ne permettaient pas une projection de puissance au niveau de ce qui est maintenant possible. Vu la capacité de projection de puissance, nous n'avons plus la profondeur nécessaire. Donc, des victoires, ou plutôt des défaites, qui sont des défaites essentiellement tactiques, voire opératives, même s'ils n'emploient pas ce langage, sont susceptibles d'entraîner un effondrement du système politique parce que nous n'aurons pas la profondeur de champ nécessaire. Et c'est pour ça qu'il préconisait de replier le gouvernement français sur l'Empire et essentiellement sur l'Algérie. C'est, me semble-t-il, l'une des dernières manifestations de la pensée stratégique en France. Et ça, c'est extrêmement important. Même dans la guerre de 14-18, tout se concentre autour de cette question qui est comment franchir le mur de feu que crée
les fusils à répétition, les mitrailleuses et l'artillerie à courte portée. Ce mur de feu qui a imposé aux belligérants de s'enterrer, si vous voulez, et qui rend les tentatives de percer extraordinairement coûteuses. Bon, Verdun, la Somme, le chemin des Dames, enfin bon, les exemples abondent. Alors, l'armée française va trouver une solution, mais c'est une solution tactique. C'est la combinaison des chars, de l'infanterie, de l'artillerie, de la concentration d'artillerie, point extrêmement important, et de l'aviation. Et à partir de là, elle se dote des moyens qui lui permettent d'enfoncer le front allemand, ce qu'elle va faire de manière régulière à partir de juillet 1918. Mais il n'y a plus de pensée stratégique. Autrement dit, on ne réfléchit plus à la question de savoir, bon, quelle paix voulons-nous avoir? Est-ce que nous voulons une paix avec une Allemagne qui reste d'une certaine manière ce qu'elle est, ou voulons-nous une paix qui nous garantisse une sécurité de long terme? Et donc, à ce moment-là, il ne fallait pas accepter l'armistice le 11 novembre. Il fallait continuer. Il fallait monter, je dirais, les demandes face aux dirigeants allemands, de manière à ce que ceux-ci ne puissent pas les accepter, et continuer d'avancer de manière à n'accepter l'armistice qu'avec l'armée française largement établie sur le territoire allemand. Ça aurait été une stratégie. Bon, pour des raisons qui sont d'ailleurs parfaitement compréhensibles à l'époque. Évidemment, cette guerre avait coûté tellement de morts à la France que, à la première occasion de se proclamer le vainqueur, on l'a fait. Mais ce faisant, on a laissé ouverte la possibilité à des forces en Allemagne de dire « nous avons été trahis, l'armée allemande n'a pas été réellement battue, nous sommes les victimes du coup de poignard dans le dos ». Et c'est une idée qui apparaît très vite. Ça apparaît très vite. Dès 1919, Hindenburg, devant le Parlement allemand, le dit. Nous sommes les victimes d'un coup de poignard dans le dos, d'un coup de poignard politique. Nous n'avons pas été vaincus militairement, alors qu'en réalité, l'armée allemande est en train de se décomposer. Tout à fait. Donc ça, on voit bien l'absence de stratégie, l'absence de réflexion stratégique à ce moment-là en France. Justement, alors, ça ne se décrète pas, mais quand je vois d'un côté ce qu'a réussi la Russie, c'est-à-dire que si je me rappelle de mes classes, disons que la décomposition de la Russie, particulièrement de son appareil militaire, à la fin de l'ère yeltsinienne est quand même plus que préoccupante. Et aujourd'hui, la Russie a renoué avec une tradition stratégique. Est-ce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Vladimir Poutine, c'est juste un constat. Bon. Or, est-ce que pour vous, un pays comme la France peut se redoter d'une école stratégique après une dormition aussi longue? En théorie, oui. En théorie, oui. Mais il faut bien dire quels sont les prérequis. Bien sûr. Premier prérequis, il faut qu'il y ait une réelle pensée politique de ce que sont les intérêts nationaux français et de ce que sont les intérêts nationaux sensibles, en particulier. Ça, ce prérequis, sans ce prérequis, il ne peut pas y avoir de réflexion stratégique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut qu'il y ait aussi une idée précise de comment la France s'insère dans le monde. Et là, c'est un petit peu le chaos actuellement. Je dirais, l'éventail des positions aboutit en fait à ce qu'il n'y ait plus de débat. Troisième point, il faut
et c'est un point important, que les participants politiques à ce débat, car ce débat sera un débat essentiellement politique, que les participants politiques à ce débat aient une culture militaire qui ne soit pas nulle. Or, il faut faire très attention. Que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron, nos 3 derniers présidents n'ont aucune notion de ce que c'est que la question militaire. Ah, bien sûr, ils manipulent l'instrument militaire, mais ils ne savent pas ce que c'est. Et si vous voulez, c'est le problème, c'est une génération qui, en fait, a coupé pour toute une série de raisons au service militaire. Donc là, il y a un vrai problème. Et malheureusement, je pense que il doit y avoir comme prérequis justement à la réémergence d'une pensée stratégique en France un véritable dialogue entre les responsables militaires et les responsables politiques. Juste avant de passer aux questions, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient si nombreuses et je ne veux pas me faire étriller à la fin de l'émission, mais moi je suis, comment dire, nous, le Cercle Aristote a reçu énormément soit d'intellectuels organiques proches de l'armée, soit de militaires dans les limites de leur liberté d'expression publique. Est-ce que là, c'est une question plus large que j'aimerais vous poser. Comme j'ai été à la commission de la défense du Parlement européen pendant 5 ans, où je dois dire, ça ferait passer l'envie à n'importe qui de voir une arme dans la main de ces gens-là. Est-ce qu'il n'y a pas, qui se superpose au problème français, un problème de biais stratégique de l'ensemble des pays occidentaux? Je m'explique. Dans le domaine de la stratégie, comme dans d'autres domaines, l'Occident a une tendance à la fétichisation depuis les années 70-80, c'est-à-dire ou peut-être même avant, c'est-à-dire à chercher une formule magique. Par exemple, dans le cadre militaire, ça a été le bombardement stratégique, qui pendant longtemps a été la réponse à tout ou à quasiment tout. On n'a jamais gagné une guerre comme ça réellement, mais bon. Et j'ai été frappé, particulièrement au contexte des Otaniens, qu'ils étaient vraiment à la recherche de cette espèce de grand autre décisif qui était la réponse à toutes les menaces stratégiques. Tu vois, qui soit, comme l'a été la maîtrise du ciel à une époque, c'est-à-dire on ne veut pas réfléchir. Par exemple, dans le cas des Otaniens que j'ai pu croiser, la réponse à tout, c'était la robotisation du champ de bataille. Est-ce qu'il n'y a pas, parce que en suivant ce qui se passe un peu en Russie, un peu en Chine, ou même en Corée du Sud, je ne vois pas les mêmes biais. Est-ce qu'il n'y a pas un problème occidental de la définition stratégique, en plus d'un problème strictement franco-français? Alors, il y a une tradition lourde qui nous vient des États-Unis, qui est l'idée que la technique est une solution à la politique. Bon. Quelle idée, vous avez dit le bombardement stratégique, la mobilité par hélicoptère, inventée par les Français, théorisée par les Américains au Vietnam, avec les résultats qu'on l'on sait d'ailleurs. Bon. Tout ceci, si vous voulez, cette espèce d'obsession qui fait qu'on pense que la technique va remplacer le politique, aboutit à ce que Martin van Creveld, dans son ouvrage de 1985, Commanding War, décrit comme des pathologies informationnelles. Et ces pathologies informationnelles, l'arrivée massive des ordinateurs, parce que quand il écrit en 1985, les ordinateurs n'ont pas du tout le type de développement qu'ils ont aujourd'hui. Par exemple, le portable dont je me sers est plus puissant que ce qu'étaient les ordinateurs d'une frégate antiaérienne de la marine américaine à la fin des années 80 ou au début des années 90.
faut avoir ce type d'ordre de grandeur dans la tête. Bon, évidemment, tout ceci ne fait qu'engendrer encore plus de pathologies informationnelles. Par exemple, les robots, oui, très bien. Alors on dit oui, les robots avec l'intelligence artificielle, blablabla. Mais on se rend compte que tuer des gens ne suffit pas pour gagner une guerre. Pour gagner une guerre, il faut arriver à une structure politique qui soit stable et qui puisse se mettre en place. Alors oui, vous pouvez exterminer une population et la remplacer par une autre. Bon. Évidemment, personne n'est prêt à ce type de choses. Mais si on n'est pas prêt à aller jusqu'à cette extrémité-là, eh bien, une guerre, ça consiste à persuader son adversaire à accepter les solutions qu'on lui propose contre les solutions qu'il veut. C'est ça le principe d'une guerre. Cicéron, une querelle qui se règle par la force. Voilà. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Bon. Donc, là, le biais technique et technologique est un biais extraordinairement dangereux. Alors, je ne dis pas qu'il ne soit pas important de réfléchir sur les nouvelles technologies. Oui, bien sûr. Mais penser que cela sera la réponse aux problèmes politiques, c'est une erreur fondamentale. Sur un autre point, juste avant les questions, sur un autre point de votre œuvre récente, objectivement, moi je me rappelle la sortie de votre ouvrage sur la démondialisation. Je ne me rappelle plus quel hiérarque socialiste, qui a été effacé depuis ou qui s'est effacé lui-même et qui n'a pas d'ailleurs si mal fait, qui avait décrié l'idée de la démondialisation en se cachant derrière un humanisme de bonne aloi. Peu importe, je ne me rappelle pas qui c'était. C'était un proche de Cambadélis, je ne me rappelle pas qui c'était. Et est-ce que pour vous, au-delà du soutien de l'idée dans le public, qui je pense, elle, s'est maintenue, est-ce que pour vous, le monde politique a enfin réfléchi à l'optique de démondialisation? Ou c'est encore trop tôt? Alors, je pense que oui. D'ailleurs, dans le nouveau chapitre que j'ai écrit, je montre qu'il y a toute une série de responsables, alors que ce soit des responsables du Fonds monétaire international, des gens de la Brookings, qui, d'une certaine manière, actent de la fin de la mondialisation et de l'entrée dans une ère de démondialisation. C'est Carmen Reinhardt, personne très respectable avec laquelle j'ai beaucoup de conflits sur d'autres terrains, mais c'est une personne très respectable par ailleurs, qui dit, on a bien vu avec la crise de la Covid, ça a été le dernier clou dans le cercueil de la mondialisation. Elle est quand même l'économiste en chef du Fonds monétaire international. Donc, même chose des gens à la Brookings. Donc, oui, je pense qu'il y a aujourd'hui la prise de conscience, et parce que ça vient sur plus de 10 ans d'évolution, le blocage du Fonds monétaire international, le blocage des autres négociations de libre-échange, le Brexit, la montée d'une politique qui est en réalité une politique protectionniste aux États-Unis, la volonté des États-Unis de contrôler tout ce qui se passe par le dollar. Il y a toute une série de choses. Évidemment, la montée de la Chine, de la Chine qui est le fait massif. En 2008, lors de la crise des subprimes, la Chine représentait 7% du PIB mondial. En 2020, elle représente 20% du PIB mondial. Et on voit très bien que le poids du G7 s'est effondré dans la même période. Donc, beaucoup de gens prennent acte de la démondialisation. Alors, ils en tirent des choses qui peuvent être très différentes. Les gens qui disent, oui, la démondialisation est en marche, il faut l'arrêter. Il faut faire repartir le mouvement de mondialisation, mais d'une autre mondialisation, blablabla. Bon, ok. Ceux qui disent, il va falloir organiser la démondialisation.
faire en sorte qu'elle se fasse dans le cadre le moins conflictuel possible. Position avec laquelle je peux être d'accord, hein, parce que les risques de conflit ne sont pas négligeables. Ils étaient importants dans la période de mondialisation, ils restent importants dans la période dite de démondialisation. Bon, et personne ne peut vouloir de conflit militaire aujourd'hui dans le monde. Il y a les gens qui vont dire « Oh, c'est horrible, c'est un recul de l'humanité, bon, etc. On n'y peut rien, mais c'est un recul de l'humanité. » Bon, on a toutes les positions aujourd'hui. Mais globalement, je pense qu'il n'y a plus une personne qui dise « La démondialisation, c'est un discours idéologique, ça n'existe pas. » Je crois que, fondamentalement, tout le monde a pris acte du fait qu'on est engagé désormais dans un processus qui est un processus de démondialisation. Après, ben évidemment, on peut avoir des avis extrêmement divergents sur qu'est-ce qu'on fait de ce processus. Justement, petite incise, je tiens juste à souligner une chose, plus encore que les conflits de la démondialisation, ce que nous risquons d'avoir, c'est les conflits gelés de la mondialisation. C'est-à-dire que nous allons éponger, disons, en réalité, du moins c'est mon hypothèse, nous allons éponger les conflits gelés des 2 dernières phases de mondialisation, celle des impérialismes et celle de la post-guerre froide, c'est-à-dire tout ce qui vient à la fois de la chute de l'Empire britannique, de la domination américaine sur les 7 ans qui suivent la fin de l'Union soviétique, les conflits gelés de la guerre froide et les exactions économiques, pour reprendre le thème d'un ouvrage discutable, mais avec lequel je ne suis pas en désaccord frontal, qui est celui de Thomas Guénolé sur le Livre noir. On va éponger, malheureusement, et on risque de voir ces conflits se déglacer maintenant, à peu près 120 ans de conflits qui ont été gelés par la grande période d'impérialisme occidental qui, qu'on le regrette, qu'on l'accepte, qu'on le fête, se termine ou se tasse sous nos yeux. Oui, alors de ce point de vue-là, il y a un point qui est très intéressant. Il faut écouter ce qu'a dit le président chinois lors de la fête là, pour le centenaire du Parti communiste chinois. Il dit « Le temps où on pouvait dicter ces conditions à la Chine est révolu. » Ça fait référence à quelque chose de très ancien. Les traités inégaux. Les traités inégaux et les 21 conditions. Les 21 conditions qui ont été mises à la Chine en 1920. Et c'est d'ailleurs en réaction à ça que naît le Parti communiste chinois. Parce que, si vous voulez, il y a quelque chose que aujourd'hui, enfin, les gens parlent du communisme et ils ne connaissent plus ce qu'était le communisme. Le communisme chinois, et c'est la grande différence avec le communisme russe, est au départ un mouvement nationaliste. C'est essentiellement un mouvement nationaliste. Alors, bien sûr, un mouvement nationaliste qui s'appuie sur un discours de lutte des classes, bon, mais le point de départ, c'est l'honneur de la Chine. C'est retrouver la souveraineté de la Chine. Ce qui n'est pas le cas en Russie. En Russie, par contre, c'est l'idée, la Russie, c'est la prison des peuples. Donc, il y a une très, 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 très grande différence idéologique entre les conditions de création du Parti communiste chinois et les conditions de création, je dirais, du communisme russe. Bon, d'abord la fraction bolchevique, et puis le Parti bolchevique de l'Union soviétique. Donc voilà, il y a ça. Donc, on a ce point. Et d'une certaine manière, ce qui est en train de se passer apparaît comme une revanche face à l'occidentalisation du monde qui a eu lieu de, grosso modo, 1840 à 1920. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si l'une des formes de la démondialisation, c'est une désoccidentalisation du monde. Donc, effectivement, certains des conflits gelés peuvent aujourd'hui éclater. Bon. Et puis, il y a d'autres conflits qui sont plutôt le produit du fonctionnement
du système actuel, mais il y a parfois des conflits qui sont très proches de nous. Il suffit d'aller en Belgique et on voit à chaque élection que Flamands et Wallons se regardent en chien de faïence. Tout à fait. Et que, et je dirais, à mon avis, c'est le seul argument que l'on peut utiliser pour le maintien de l'Union européenne. Et c'est de dire, sans l'Union européenne, il y aurait la guerre civile en Belgique. Et donc, toute idée de démantèlement de l'Union européenne doit faire extrêmement attention à cette situation. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais si vous voulez, à chaque élection importante, il y a des morts. Il y a des activistes flamands qui tuent des activistes wallons, des activistes wallons qui tuent des activistes flamands. Bon, okay. Alors, il n'y a pas beaucoup de morts, la Belgique est un petit pays. Il faut faire très attention à ça. Donc, c'est aussi pour ça que je dis, je suis pour la démondialisation, je soutiens ce mouvement, mais je dis aussi qu'il faut être néanmoins extrêmement prudent. Bien sûr. Là, nous allons passer aux questions. Alors, je vais les poser par bloc, puisqu'à mon avis, il y a 3 gros blocs. Il y a un bloc de questions économiques, un bloc de questions stratégiques, un bloc de questions politiques. C'est pas beau de segmenter de cette manière-là, mais sinon, on s'y retrouvera pas. Alors, le premier type de questions, les questions strictement économiques. Alors, dans nos questions stratégiques, première question, le lien entre stratégie et souveraineté. Est-ce que ça a un sens de parler de l'aspect stratégique d'États non souverains? Non. Non, tout simplement non. Alors, ça ne veut pas dire que des grandes entreprises d'un État non souverain ne puissent avoir une stratégie, et ça sera une stratégie d'entreprise, hein, mais un État non souverain ne peut pas avoir de stratégie. Alors, prochaine question. Pour vous, est-ce qu'il y a des questions de l'art russienne, qui est une des membres de notre Discord? Y a-t-il pour vous un risque d'affrontement sur les grandes routes du Nord, les routes des mers gelées? Alors, effectivement, ces routes vont prendre une importance de plus en plus grande dans les 30 ou 40 années qui viennent. C'est d'ailleurs une des conséquences du réchauffement climatique. Ça, c'est une évidence. Et évidemment, celle qui passe le long de la Russie, mais il y a aussi une autre route qui passe de l'autre côté, le long du Canada. Deuxièmement, évidemment, ces routes et ces zones font aujourd'hui l'objet de beaucoup de convoitises et de beaucoup de concurrence entre les grands acteurs de cette région. Après, encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle un conflit. Évidemment, pas un conflit militaire, mais il pourra y avoir des conflits économiques, des conflits logistiques, effectivement. Je pense plutôt que ces routes vont desservir des ensembles politiquement liés. Par exemple, la route du Nord du côté russe va servir essentiellement pour desservir le bloc Chine, Corée, Japon par rapport à l'Europe. Et donc, de ce point de vue-là, ça sera un petit peu différent de la route du Nord américaine. Alors, autre question de notre ami Julien qui se reconnaîtra, qui fait un travail universitaire actuellement sur la notion de guerre de l'information vue de Russie. Est-ce que pour vous, ce que les Russes appellent sphère informationnelle est la nouvelle dimension de la guerre, et quelle est pour vous, comment peut-on être dominant ou victorieux dans cette sphère informationnelle dans le cadre d'un affrontement? D'abord, la sphère informationnelle n'est qu'un des éléments des théâtres d'opération. Il y a beaucoup d'autres théâtres, bien sûr. Il y a le cyberthéâtre, qui est un théâtre important, mais il y a le théâtre spatial aussi.
qui n'est pas moins important. Bon, donc, c'est un point important, mais qui s'inscrit dans un ensemble de domaines. Ça, c'est important. La sphère informationnelle, la notion de victoire en sphère informationnelle peut prendre plusieurs sens. Il y a tout d'abord la capacité de priver l'adversaire de son accès aux informations ou de sa capacité à transmettre des informations. Première forme de victoire. Il y a une deuxième forme de victoire qui consiste à lui imposer ses propres représentations de l'information. Et là, si vous voulez, c'est plutôt une victoire qui ferait appel au soft power. Le fait, dans la sphère informationnelle, de véhiculer toute une série de concepts qui, petit à petit, s'étendent et prennent le pas sur d'autres, va faire que vous recevez les informations, mais comme les informations, vous devez toujours les traiter, il n'y a pas d'information brute, hein, il n'y a que de l'information traitée qui compte, eh bien, vous la traiterez avec des concepts qui vous auront été imposés par d'autres. Et ça, c'est un point extrêmement important. Prenons par exemple sur la question des discriminations. Les discriminations existent en France. Ça serait absolument fou de le nier. Il y a des discriminations liées à la race ou disons liées à l'ethnie. Les races n'existent pas, mais disons liées à l'origine ethnique des gens. C'est une évidence. Mais une chose, c'est de penser la lutte contre ces discriminations dans le cadre des concepts, je dirais, qui sont les concepts propres de la pensée des Lumières et qui sont repris dans la pensée politique française, l'universalisme, ou de les penser en termes, par exemple, de racisme systémique, de toutes ces choses qui nous viennent des États-Unis. Et là, je pense que les États-Unis mènent en réalité une forme de guerre informationnelle contre des pays comme la France. Alors, maintenant, on va passer aux questions, disons, plus économiques. Alors, question d'un camarade qui nous dit que pensez-vous de l'idée de Gaël Giraud? Alors, je le dis tout de suite, cette idée n'est pas de Gaël Giraud, mais il la soutient, parce que c'est une idée que j'ai entendue trop de fois à mon goût, de l'euro comme double monnaie, c'est-à-dire un franc monnaie nationale et un euro échange extérieur. Bon. C'est une formule que j'ai moi-même à certains moments utilisée. C'est une formule qui consiste à dire deux choses. Un, c'est quoi les rapports de change entre les grands blocs? Et deux, c'est quoi les rapports de change au sein des grands blocs? Bon. Cette distinction, elle existe. Est évidente. Après, il faut comprendre une chose. Pour concevoir l'euro dans un usage entre les blocs, il faudra d'abord dissoudre l'euro tel qu'il existe aujourd'hui. La grande erreur consiste à croire qu'il y aurait une solution de continuité de l'euro tel qu'il est à l'euro monnaie commune. On ne pourra penser la notion de monnaie commune qu'une fois que nous aurons retrouvé notre propre souveraineté monétaire, autrement dit qu'une fois que tous les pays européens auront retrouvé leur propre monnaie. Et donc, autant la distinction entre le niveau de change interbloc et le niveau de change intrabloc est tout à fait pertinente, bon, elle est importante, autant son application politique avec cette idée des 2 euros se base sur un quiproquo. Moi-même, j'ai toujours dit, on ne pourra constituer une monnaie commune qu'on pourrait appeler l'euro, si on y tient, qu'une fois qu'on aura détruit la monnaie unique et qu'on aura retrouvé nos monnaies nationales. Alors, sur la même lancée, pour vous, la sortie dite discrète de l'euro que caresseraient certains de nos amis italiens par les affaires de mini-bonds et autres, pour vous, est-ce que la France pourrait utiliser quelque chose du même type? Le problème, c'est que l'État français n'a pas une dette importante par rapport aux acteurs privés. Le problème, si vous voulez, c'est qu'en Italie, l'État italien est très mauvais payeur.
Et donc, il y a une dette importante de l'État italien vis-à-vis de petits entrepreneurs, voire même de gros entrepreneurs, bon, etc. Ce qui est la condition nécessaire pour que ce système puisse fonctionner. En France, il faudrait d'abord que l'État se transforme en mauvais payeur pour pouvoir, par la suite, créer ce système. Or, la perte en réputation d'un État qui se constitue en mauvais payeur, elle est quand même très importante. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse transposer ce qui pourrait être une stratégie italienne. Et on sait par exemple que maintenant, c'est intéressant, cette idée des mini-bons, elle a migré de la Ligue vers Fratelli d'Italia. Il y a un sondage qui donne désormais d'ailleurs Fratelli d'Italia à peu près au même niveau que la Lega. Bon. Mais cette idée, elle s'appuie sur une réalité de l'économie italienne qui n'existe pas en France. Alors, question concept. Pour vous, en tant qu'économiste, que pensez-vous du concept de décroissance tel que quelqu'un comme Serge Latouche l'entend? Alors, l'intérêt de ce concept, c'est qu'il nous amène à réfléchir sur le contenu de ce qu'on appelle la croissance. Et de ce point de vue-là, ça a une valeur heuristique certaine. Maintenant, très sincèrement, je ne crois pas que l'on puisse organiser une décroissance dans un pays comme la France, sauf situation de guerre civile ou de guerre étrangère. On a vu, par exemple, avec le confinement, le PIB a décru de plus de 8%. Nous avons été de fait en décroissance, hein, appelons les choses par leur nom. Mais qu'est-ce qu'a fait le gouvernement français? Il a fait en sorte que ce soit une décroissance virtuelle parce que le pouvoir d'achat de la majorité des Français, pas de tous, hein, par ailleurs, il y a des inégalités assez importantes, mais disons, de la majorité des Français, que ce pouvoir d'achat ne connaisse pas de baisse. Donc, ça pose d'ailleurs un problème. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une dette publique qui explose. Bon. Donc, on voit bien la décroissance au sens strict n'est pas possible et n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, se servir de ce concept pour dire mais on compte dans la croissance des choses qui en réalité engendrent des externalités négatives à long terme. Alors comme elles sont à long terme, on ne peut pas les comptabiliser dans le PIB, mais ces externalités négatives existent néanmoins. Et donc il faudrait réfléchir à supprimer ces externalités négatives et à réorienter la croissance vers d'autres dimensions. Ça, oui, c'est une idée extrêmement importante. Et c'est pour ça que le concept de décroissance, il a une valeur heuristique, il n'a pas de valeur pratique. Autre question, là, notionnelle. Et d'un côté, je suis particulièrement heureux de vous interroger là-dessus parce que c'est un sujet, je vais vous le confesser, qui me fatigue. C'est la fin, c'est enfin, on a trouvé une alternative à la souveraineté monétaire des États, les fameuses crypto-monnaies. Alors, à titre personnel, c'est un sujet qui me fatigue beaucoup. Parce que ça fait naître des espoirs, à mon sens, disproportionnés, mais peut-être avons-nous un avis différent. Pour vous, est-ce que les États sont hors jeu du fait des crypto-monnaies? Pas du tout. Alors, plusieurs points. Un, la Chine vient d'interdire le minage de Bitcoin sur son territoire. Alors, immédiatement, il y a toute une série d'équipes de mineurs qui se sont déplacés au Kazakhstan, etc. Mais là, déjà, on voit très bien, un État peut interdire le minage. Pourquoi? Parce que le minage, il faut beaucoup d'énergie. Si vous voulez, le Bitcoin est un des très gros consommateurs d'énergie au niveau mondial. Donc, ça. Deuxième point, je pense que dans les années qui viennent, les banques centrales prendront des mesures pour rendre les transactions en Bitcoin extrêmement difficiles.
Et grosso modo, vous aurez du Bitcoin, mais vous ne pourrez plus obtenir ce qu'on appelle de la monnaie banque centrale. Vous ne pourrez plus obtenir de l'euro, vous ne pourrez plus obtenir du dollar, bon, etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous ferez de vos Bitcoins si vous ne pouvez plus rien acheter avec, si vous voulez, si vous ne pouvez plus faire de transactions, si vous ne pouvez faire de transactions qu'à la marge. Donc, il faut comprendre que ce marché des crypto-monnaies, il est quand même très dépendant de la volonté des États et des banques centrales. Maintenant, le principe des crypto-monnaies, lui, intéresse de manière phénoménale toutes les banques centrales. Et donc, je pense que d'ici 5 ans ou 10 ans, nous verrons un crypto-rouble, un crypto-yuan, un crypto-euro, voire un crypto-dollar. Pourquoi? Parce que les conditions de sécurité des transactions deviennent extrêmement importantes. Mais ça sera plutôt ça, à mon avis, l'évolution du principe des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies telles qu'elles existent aujourd'hui sont beaucoup trop vulnérables à des décisions discrètes, au sens, si vous voulez, une décision qui est prise en un coup et qui change radicalement la situation, au sens mathématique du terme, discrete. Beaucoup trop sensible à ce type de décision par les États et par les banques centrales. Alors, nous avons eu il n'y a pas longtemps un jeune économiste qui est venu nous donner sa vision ici des risques inflationnistes dans l'année à venir et qui semblait relativement inquiet. L'êtes-vous? Est-ce qu'on parle là de grandes tensions inflationnistes qui pourraient d'ailleurs fragiliser certains pays, y compris européens? Est-ce que ça vous inquiète, Jacques Sapir? Alors, la hausse des prix, pas la même chose que l'inflation. La hausse des prix, elle est évidente aujourd'hui en ce qui concerne à la fois les matières premières, mais aussi certains produits manufacturés. Pourquoi? Parce que la demande a repris beaucoup plus vite que n'a repris la production. Et donc là, il y a tout simplement un phénomène de déséquilibre. Ce n'est pas monétaire, c'est un phénomène réel. Et ça, il va falloir 2 ans probablement, entre 18 mois et 2 ans pour que ça se résolve. Donc oui, il va y avoir un problème de hausse des prix pendant 18 mois à 2 ans. Premier point. Deuxième point, d'un point de vue de l'inflation. L'inflation, au sens, cette fois-ci, précis, économique du terme, ne peut pas se développer parce que nous sommes toujours dans des situations de chômage important, globalement. Après, il y a certains pays où le chômage se réduit très vite. C'est le cas de la Russie, c'est le cas des États-Unis, où ils vont avoir là des petits problèmes. Mais par contre, ce que la création monétaire considérable qui a été faite pendant la crise de la Covid va provoquer, c'est un emballement des prix des actifs patrimoniaux. Et ça se voit déjà, si vous voulez. Au niveau mondial, moins en France, mais beaucoup plus dans les autres pays, la hausse des prix de l'immobilier est absolument stupéfiante. Grosso modo, c'est de l'ordre de 8 à 9% dans l'année. Bon. La hausse du prix des actions. Et on le voit aujourd'hui, les actions ont même dépassé les niveaux de la fin 2019, alors que les résultats économiques des entreprises ne sont pas là. Ne sont pas encore là, on va dire, mais pour l'instant, ils ne sont pas là. Donc, c'est bien un phénomène de bulle au niveau du prix des actifs boursiers et globalement des actifs patrimoniaux. Ça, oui, c'est un vrai problème. Là, dans vos derniers articles, vous parlez de la planification en temps de guerre. Avez-vous une évaluation des politiques planificatrices en temps de paix? Nous demande le camarade Gwenel. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un point sur lequel je suis en train de travailler, puisque j'envisage de sortir un livre sur les expériences de planification dans les pays capitalistes depuis 1914 jusqu'à nos jours. Oui, on peut faire, d'ailleurs, alors, il
cas bien connu de la planification française, qui était indicative, mais avec un niveau, je dirais, d'indication assez contraignant, il faut le reconnaître. Il y a eu une planification en Inde, il y a eu une planification au Japon, qui a donné des résultats extrêmement importants. Oui, on a maintenant tout un ensemble de choses. Il y a eu un débat d'ailleurs, un débat historique important dans les années 80 et dans les années 90, et puis qui a été oublié, si vous voulez, parce que tout le monde a regardé la transition, la fin des économies centralement planifiées, etc. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est temps de revenir sur ce débat et de montrer que oui, la planification a pu servir, et il y a toute une série de pays qui ont pratiqué des formes de planification de manière très importante. Autre question du camarade Gwenaël qui porte sur la même, disons, ligne temporelle. Et là, attention, je n'y suis pour rien. Hein. Que pensez-vous de la participation gaullienne? Si vous voulez, l'idée de participation gaullienne, c'est une idée qui est d'ailleurs assez ancienne. On peut trouver, je dirais, les premières formulations, ça s'appelle pas la participation, on peut trouver les premières formulations dans les réflexions économiques qui étaient faites chez les Croix de Feu, puis après dans le parti qui a été créé par les Croix de Feu, le PSF, le Parti social français. Et vous savez qu'une grande partie des gaullistes de gauche, qui ont porté justement cette notion de participation, viennent du PSF. Louis Vallon, René Capitan, ce sont des gens qui étaient proches de Delaroque avant-guerre, résistants, comme Delaroque d'ailleurs, et qui, l'idée que les Croix de Feu est un mouvement fasciste, c'est une idée absurde. Quand on étudie un petit peu quelle était l'idéologie des Croix de Feu, et en particulier leur slogan « Social d'abord », qui s'opposait ouvertement au slogan de l'Action française de l'époque, national d'abord. Oui, et politique d'abord. Voilà. Et ça, c'est donc une idée qui est assez ancienne. Alors, fondamentalement, qu'est-ce que c'est ? Il y a deux manières de la voir. Il y a une manière qui est très conceptuelle. Oui, c'est de revouloir l'alliance du travail et du capital. C'est une idée à laquelle je ne crois pas trop, parce que je pense que ce sont malgré tout des logiques assez antagoniques. Et puis il y a une autre logique qui dit, bon, est-ce qu'on peut, à des moments donnés, tenter de modérer, voire de surmonter cet antagonisme à travers l'idée d'une participation qui instaurerait des formes de cogestion comme elles sont pratiquées en Allemagne, en réalité. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, car il est évident qu'une partie des résultats de l'économie allemande sont aussi dus à leur mécanisme de cogestion qui permettent de retrouver des formes de compromis entre le capital et le travail. Alors parfois on fait des grèves aussi en Allemagne. Il ne faut pas oublier, il y a des grands mouvements de grève qui ne sont pas fréquents, mais de temps en temps, ça cogne. Et puis après, on arrive à trouver une forme d'accord. Et je crois que c'est important dans une manière de civiliser les relations entre les entrepreneurs et leurs employés. Si je puis me permettre juste d'ajouter un point, parce que je fais quelques recherches là-dessus en ce moment, c'est en effet une idée très très ancienne. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de sources, même 19e-istes. Et surtout, il y a dans l'idée de pancapitalisme chez Loachaud, mais également, c'est très présent chez De Gaulle, il est parfaitement conscient de l'antagonisme capital-travail. Il a beaucoup appris, non pas, d'ailleurs c'est un des objets de mes recherches, il y a une légère source chrétienne dans la participation qui sont les catholiques sociaux. De Gaulle a plus appris de leurs échecs que d'eux. Et entre autres l'échec d'une dynamique que je qualifierais de paternaliste, qui ne caractérise absolument pas
De Gaulle, contrairement à une lecture sommaire que certains font, et certains la font à dessein, des idées sociales du personnage. Il maîtrise le concept de lutte des classes, et lui le prend historiquement, parce qu'il ne faut pas oublier que Marx le prend déjà à la tradition libérale. Ça existe chez Guizot, hein, la lutte des classes déjà. C'est Guizot qui a inventé la formule. Et De Gaulle ne croit pas du tout à la paix des braves. En réalité, ça, je ne l'écrirai pas tout à fait comme ça dans mes travaux à venir, mais je peux donner déjà la vision que j'en ai. Je pense que De Gaulle a fait le deuil du caractère utile historiquement d'une partie de la bourgeoisie française après la collaboration. Ça, on ne me l'enlèvera pas de l'idée. Et je pense que, pour De Gaulle, la classe qui a donné les mouvements de résistance les plus importants, qui sont les classes moyennes et les classes ouvrières, doivent recevoir économiquement une part du capital national par degré pour faire ce que j'appellerais pour faire un renouvellement élitaire qu'on qualifiera pas de tranquille, mais qu'on qualifiera de au long cours pour éviter tout débordement que De Gaulle ne veut pas. Il les a toujours fuis. Il les a fuis en 1945, il les a fuis en 1958. C'est vraiment pas l'homme des purges, De Gaulle, contrairement à une historiographie qui d'ailleurs est une historiographie d'extrême droite, reprise occasionnellement par le Parti socialiste de François Mitterrand, ce qui n'est pas leur honneur, mais qui est une image extrêmement fausse. Or, je pense sincèrement que pour De Gaulle, la participation, et je crois que l'une partie du patronat l'a compris, en la personne d'Ambroise Roux, et la violence de leur opposition à cette idée vient de là, à mon avis. C'est juste une petite incise que je me permets de faire. Ça me semble très vraisemblable. Je n'ai pas étudié, comme vous l'avez fait, cette question, mais ça me semble effectivement, connaissant des textes de Gaulle sur la grande bourgeoisie, etc., oui, effectivement, il y a une rupture provoquée par la collaboration. Oui, la pensée de Gaulle sur le point dans les années 50 n'est pas celle qu'il avait dans les années 30. Alors, les 3 dernières questions pour terminer, qui sont des questions strictement politiques, là, pour le coup. Est-ce que vous, suite à la grève civique des régionales, qui suit la grève civique des municipales, est-ce que vous pensez que, par exemple, des mesures de type RIC pourraient débloquer la situation en France? Alors, le RIC n'est pas une réponse à ça. Il faut le RIC, par ailleurs. Mais je dis, ce n'est pas une réponse. La vraie réponse serait de dire, 1, le vote est obligatoire. 2, si dans une élection, il y a plus de bulletins blancs qu'il n'y a du total des suffrages exprimés sur des candidats, l'élection est annulée. Oui. Ça pourrait, à ce moment-là, être un électrochoc. Ça serait l'équivalent de ce qui existait à la fin de l'Union soviétique et au début de la période Yeltsin, ce qu'on appelait le vote contre tous. Против всех. Vous aviez un bulletin contre tous. Je ne veux aucun des candidats qui se présentent. Et il y a eu des cas où le vote contre tous a été majoritaire. Donc on a annulé l'élection et on l'a refaite avec d'autres candidats. Autre question, est-ce que pour vous, la France n'est pas une puissance maritime qui s'ignore? Vieille question, c'est une question qui remonte à Colbert, en fait. Oui, bien sûr, la France a un domaine maritime immense. Mais il faut quand même rappeler que la tradition française reste une tradition essentiellement terrienne. C'est d'ailleurs un problème. C'est un problème, mais si vous voulez, la France a beaucoup de mal à se projeter en termes de puissance navale pour 2 raisons. 1, parce que sur la côte de Méditerranée, cette côte est stérilisée par les barbaresques de l'autre côté pendant très longtemps. Puis, après, quand il y a eu la conquête de l'Algérie, c'est devenu une forme de
de moyens de communication internes. Hein, ouais, l'Algérie, c'est la France. Bon, donc, bon. Mais c'était plus la pensée, une pensée navale au long cours. Et puis, parce qu'on se heurtait aux Britanniques, aux Hollandais d'abord, puis aux Britanniques et aux Espagnols, sur la façade atlantique. Et donc, historiquement, la France n'a pas développé en même temps sa puissance navale. Elle n'avait pas aussi les mêmes intérêts à le faire. Et donc, aujourd'hui, il y a peu de tradition de puissance navale. Mais effectivement, si on regarde simplement le domaine maritime français, oui, il y aurait de quoi recréer ou créer, en tous les cas, une grande industrie de la navigation et surtout de l'exploitation en termes écologiques des océans. Une question qui est en même temps une demande du camarade Jean, du camarade Julien, pardon. Pourriez-vous conseiller à Éric Zemmour d'étudier la question de l'euro dans l'optique de la présidentielle? Bon. J'ai eu un débat avec M. Zemmour après 2017, du bord courtois d'ailleurs, on s'est engueulé, mais on s'est engueulé courtoisement. Je m'en rappelle. Bon. C'est pour ceux qui le veulent, c'est à Spoutnik, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait, tout à fait. Bien, je pense que M. Zemmour reste un essayiste politique. Il ne s'est pas hissé au niveau d'un réel penseur politique. Parce que ce n'est pas en disant l'immigration, l'islam, même si on peut discuter après, si vous voulez, là-dessus, mais il faut bien comprendre, ce n'est pas deux thèmes qui sont suffisants pour structurer une pensée politique globale. Voilà. Et la dernière question qui nous vient de Jean GB. Alors, est-ce que pour vous, la dynamique, est-ce que pour vous, on n'est pas en train de vivre un problème de crise civilisationnelle, que lui, qui est un brillant germaniste, il nous fait un coup comme ça à chaque invité, ne vous inquiétez pas. Est-ce que pour vous, ce n'est pas l'opposition entre les honestes estores et les humiliores, donc en fait c'est la dynamique des inégalités qui est derrière cette question, qui a emporté en partie, selon lui, la cause romaine, même si l'édit de Dioclétien avait tenté d'y mettre fin? Est-ce que pour vous, le désengagement civique des peuples, pour faire un parallèle avec l'Empire romain, où les gens refusaient de servir dans les légions, accueillaient parfois d'ailleurs les adversaires de Rome, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre la même chose du fait de la dynamique inégalitaire de l'Occident qui fait peser une menace sur les différentes civilisations occidentales? Je pense que c'est en fait bien plus compliqué. On vit aussi une forme de mutation. Enfin, on est passé en 120 ans, 150 ans d'une vision quand même largement collective. Alors bien sûr, on disait oui, il est important que les individus puissent se réaliser, mais les individus, ils ont des devoirs. À une vision qui est une vision purement individualiste. Et ça, c'est quelque chose qui rebat de manière assez générale les cartes. Par ailleurs, oui, c'est vrai, les inégalités aujourd'hui au niveau mondial, enfin dans les pays développés, sont très importantes, même si la France est un des pays les moins inégalitaires au sein des pays développés. On fait beaucoup d'efforts. Est-ce qu'on pourra le faire toujours d'ici 5 ans ou 10 ans? Ça reste à voir, hein. Mais on fait beaucoup d'efforts pour essayer de limiter cette montée des inégalités, même si les inégalités continuent de se développer en France. Oui, ça va poser un problème, mais si vous voulez, classiquement, le problème des inégalités provoque à certains moments des ruptures. Alors, soit des ruptures au niveau de l'ensemble d'une société, soit des ruptures
avec des fragments de société qui décident de se séparer, par exemple, oui, d'accueillir les barbares parce que les barbares leur proposent quelque chose qui leur semble meilleur, bon, etc. Et on n'est pas du tout dans ce type de cadre. Ce que je crains beaucoup plus, c'est une telle montée de l'individualisme que les individus n'aient plus, d'une certaine manière, de mode de rattachement qu'à travers des identités fantasmées. Quand je dis fantasmé, c'est, oui, bien sûr, vous pouvez dire que être algérien ou être marocain, c'est une identité, mais quand vous vivez depuis 2 générations en France, ça n'a plus beaucoup de réalité. Mais, de manière fantasmée, oui, vous pouvez toujours le considérer. Et donc, je crains, moi, beaucoup plus cela qu'une répétition de ce qu'on a vu à la fin de l'Empire romain et ce qu'on a revu après dans d'autres périodes. Oui, donc en réalité, c'est plutôt l'anomie et l'effondrement d'ailleurs de la notion d'individu au sens fort qui nous guette beaucoup plus qu'une séparation. C'est même pire d'un côté, vu qu'une séparation interclasse, au moins c'est organisé à minimum. Là, on est plutôt face à un processus de dilution. Tout à fait. Et là, il serait intéressant de comparer sur longue période l'évolution des suicides par habitant dans toute une série de sociétés. Parce que qui dit anomie dit suicide. Nous ramène aux bases de la sociologie durkheimienne. Absolument. Merci, cher Jacques Sapir, et j'espère qu'on vous retrouvera pour vos prochains ouvrages. Vraiment, merci de nous avoir fait le cadeau de votre présence. J'espère que ça vous a plu. Chers amis, n'hésitez pas à nous suivre. La dernière de Vendredi c'est pire, la dernière de la saison, c'est la semaine prochaine, avec quelques amis un peu gratinés. Et ensuite, nous nous retrouverons en septembre. N'hésitez pas à nous soutenir, Tipeee, page de dons, Pigeon Voyageur, ce que vous voulez, mais et surtout à faire passer le mot. Voilà, je vous souhaite une semaine aussi bien qu'elle puisse être, et n'oubliez pas, vendredi prochain, ce sera pire. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Jacques. Merci.